J'ouvre le second débat de ce Sens Public. On poursuit notre série de grandes thématiques avant les élections européennes avec cette question simple. Que fait l'Europe après l'immigration, l'agriculture, les énergies renouvelables ou encore la transparence, la question de l'élargissement de l'Europe? On se demande ce que fait l'Europe pour lutter contre le terrorisme. La coopération est-elle suffisante? Faut-il créer un parquet antiterroriste européen? Première réponse en images avec Jonathan Dupriez et Noah Bergot. 11 septembre 2001, les États-Unis connaissent le pire attentat de leur histoire. De l'autre côté de l'Atlantique, l'UE prend elle aussi la mesure de la menace islamiste. Jusqu'alors, depuis les années 70, la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme repose quasi uniquement sur des échanges bilatéraux entre États membres. 2001 marque donc un tournant. Mais il y a une prise de conscience, c'est un choc effectivement pour tous les pays européens qui sentent qu'il y a une menace effectivement potentielle. Et donc il y a un groupe antiterroriste qui est mis en place après le 11 septembre, qui réunit une trentaine de services de renseignement notamment. Les attentats de Madrid en 2004 et Londres en 2005 apportent des avancées majeures. Un plan d'action commun pour lutter contre le terrorisme est adopté. L'Europe nomme aussi un coordinateur de lutte antiterroriste au niveau communautaire. En 2012, l'Union fait un pas de géant en créant un fichier commun de partage des données policières entre les États, malgré certaines réticences. Il y a des cultures nationales différentes en matière de renseignement et parfois certains pays sont réticents justement à abonder ce service en voulant conserver des sources. Mais au fur et à mesure des années, chacun est conscient qu'il y a une nécessité d'interopérabilité justement et il y a une logique matricielle qui s'impose pour que ça soit efficace. Cela n'empêche pas le vieux continent d'être frappé de plein fouet par les terroristes de Daesh. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris mettent notamment en avant des ratés dans le partage des données entre la France et la Belgique. La fuite de Salah Abdeslam qui passe la frontière, qui est interviewé par des journalistes, tout ça est révélateur d'un grand nombre de dysfonctionnements. Le procès et puis les débats judiciaires ensuite entre la France et la Belgique sur l'incarcération, les conditions d'incarcération de Salah Abdeslam, on voit qu'il reste pas mal d'harmonisation à faire entre les différentes législations nationales. De ces attentats sanglants, l'UE tire là encore des leçons. Elle met au point le fichier PNR pour contrôler les déplacements aériens, puis harmonise sa réponse pénale en matière terroriste. L'organisme Europol, basé à La Haye, voit son mandat renforcé, mais les difficultés demeurent entre les États membres, pas tous confrontés aux mêmes menaces. Certains États ont davantage affaire au terrorisme islamiste, type djihadisme. D'autres vont davantage affronter un terrorisme d'extrême gauche anarchiste. Les rapports TESAT parlent d'anarchisme. D'autres vont avoir affaire à un terrorisme plutôt d'extrême droite. Et puis certains États européens affrontent un terrorisme séparatiste, c'est-à-dire régionaliste, indépendantiste. Et évidemment, on ne lutte pas contre tous ces terrorismes de la même façon. Selon les chiffres d'Europol, 28 attaques terroristes ont été perpétrées dans l'Union européenne en 2022, dont 16 ayant abouti, 13 de revendications anarchistes, 2 djihadistes et une concernant l'ultra-droite. Quel est l'état de la menace terroriste en Europe? On en débat avec Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et enseignant géopolitique. Laurence Roch, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocate vice-présidente droit humain de la Commission Affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux. Didier Loras, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste en charge de la géopolitique de la défense et du terrorisme à l'agence France Presse. Évidemment, Émilie Zapalski, éditorialiste politique et toujours à mes côtés. Peut-être un peu d'histoire pour commencer, Emmanuel Dupuis. Si on remonte 20 ans en arrière, les attentats de Madrid, est-ce que c'est une première date importante pour amorcer une coopération antiterroriste en Europe? Il faut néanmoins attendre le traité de Lisbonne pour que la lutte antiterroriste devienne une politique partagée, commune de l'Union européenne, donc 5 ans après. Mais néanmoins, vous avez raison, les attentats à la fois de Madrid en 2004, puis de Londres en 2005, ont révélé la nécessité de mutualiser, de mieux coopérer avec les partenaires européens et puis les partenaires extra-européens, car ces attentats ont été commis par des citoyens binationaux, notamment venant de la rive sud de la Méditerranée. En tout cas, c'est à partir de ce moment que se créent des cellules de coordination, que l'idée d'une stratégie européenne de lutte contre le terrorisme jaillit, que la nécessité d'avoir un coordinateur pour la lutte contre le terrorisme devient prégnante, et bien évidemment en collaboration avec l'idée qu'il faille des législations nationales, car l'Union européenne peut faire beaucoup,
mais elle peut surtout coordonner ce qui existe au niveau européen. Et donc, de ce point de vue, il y a eu un effet démultiplicateur, comme en 2001, avec la nécessité de mutualiser une masse de données qu'aucune agence n'avait à elle seule la capacité d'analyser. Ouais. Mais si on remonte encore un peu plus loin, Laurence Roch, la France, elle est confrontée au terrorisme, on peut remonter aux années 85-86 par exemple. Est-ce que ça la place dans une situation d'être un peu, je ne sais pas quel terme employer, de demandeuse en matière de coopération au niveau européen ? D'abord, elle est précurseur en fait, puisque les premières lois antiterroristes, c'est les lois françaises en fait. 1986, on a la première loi sur le terrorisme, on a la première spécialisation, on va dire, des acteurs judiciaires, puisqu'on on commence avec les juges d'instruction, on va ensuite spécialiser les cours d'assises, etc. C'est d'ailleurs pour ça que la France est à la fois demandeuse, je crois qu'elle impulse aussi une politique européenne, mais elle a aussi du mal, et vous parliez de compétences partagées, je pense que c'est un vrai terme important, c'est-à-dire que sur ce domaine-là, les États ont quand même du mal à véritablement accepter que l'Union européenne se substitue. Donc on est dans des compétences partagées qui font que les États peuvent avoir sur certaines législations une sorte de concurrence entre eux, et j'imagine que d'autres le diront mieux que moi, y compris sur les acteurs en fait opérationnels, que ça puisse être la police ou la justice. Et c'est aussi pour ça que l'Union européenne a décidé un peu d'accélérer les choses avec en effet des compétences judiciaires, des compétences policières. On a Europol bien sûr, mais dans Europol on n'a pas une police en fait européenne, puisque c'est une coordination de police nationale. On va la voir avec le mandat d'arrêt européen 2004, c'est au moment des attentats de Madrid, c'est évidemment très important, puisque c'est une reconnaissance en fait d'un mandat d'arrêt dans un pays qui permettrait d'arrêter ailleurs, etc. On en reparlera de ça en détail. Didier Loras, je continue de m'accrocher à des dates évidemment fortes, et une autre grande blessure pour notre pays, c'est 2015, les attentats de Charlie Hebdo, puis les massacres à Paris, au Bataclan, sur les terrasses. Là aussi, on va essayer de se concentrer un peu sur ce qui se passe avant et après en termes de coopération européenne. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, au-delà de ce qui vient d'être dit et de ce qui est apparent, moi j'ai envie de dire, il y a aussi une vraie prise de conscience dans les services de police et les services de renseignement, de la nécessité de se parler. Alors, ça a mis un peu de temps pour infuser. On sait aujourd'hui que le 11 septembre 2001, il existe aussi parce que le FBI et la CIA, ils n'arrivent pas à se parler. Donc c'est même pas pas entre deux pays, c'est au sein même de. Ils n'arrivent pas à croiser leurs infos. Donc il y a un énorme travail avec aussi la loi sur le renseignement pour que la DGSE, les services extérieurs, le DGSI, les services intérieurs se parlent et arrêtent de tirer dans les pattes, pour que tout ce petit monde-là travaille ensemble, échange les infos, et à l'échelle européenne, évidemment, entre pays. 2015, il y a quand même un certain nombre, enfin une partie du réseau qui est à Molenbeek, en Belgique. Donc on se rend compte des réseaux, des gens qui passent en Europe, des gens qui traversent, qui sont cachés dans les flots de migrants, donc à un moment qui vont rentrer dans l'espace européen. Et donc là, ça oblige les services de renseignement à se parler. Alors après, la difficulté, évidemment, c'est qu'entre services de renseignement, on ne fait pas des grandes réunions. Les services de renseignement, ils se parlent en bilatéral. Donc ça passe par la confiance, ça passe par la connaissance mutuelle. On revient à la question du rôle de l'Europe, mais ça aussi, on a ce réseau-là, on les a vus, on a l'impression qu'ils sont en train de préparer un truc chez vous. Est-ce que vous avez des choses ? Voilà. Donc, et ça, c'est le terrain. C'est au-delà des institutions qui évidemment sont importantes, mais je pense que la prise de conscience, elle est aussi sur le besoin de se parler, de travailler ensemble. Alors justement, que s'est-il passé avant et après ce 13 novembre 2015 ? Écoutez ce qu'en dit le chef du parquet fédéral belge. Les premiers jours d'ailleurs après les attentats du 13 novembre, on communique très mal, en tout cas au niveau de la justice en Belgique, puisqu'on ne communique pas du tout. Nous, on est dans la phase en disant, voilà, c'est l'enquête, etc. Je pense qu'a posteriori, c'était une erreur de ne pas communiquer, parce que ça a collaboré au bashing qui a eu lieu un peu dans la presse, qui, beaucoup points n'étaient pas justifiés, évidemment. Au-delà de ce que dit le Frédéric Van Leuve, Emmanuel Dupuis, ma question, elle est... Je la pose, mais elle est un peu trop abrupte, je pense, pour à la fois tous ceux qui ont été victimes de ce qui s'est passé et puis pour le travail qui a été fait par les policiers, par les instructeurs. Mais est-ce qu'on aurait pu éviter ces attentats en collaborant mieux
entre police française, police belge? J'ai mis plein de guillemets avant de poser la question, mais je la pose quand même. Non, mais la vigilance est totale, 100% de vigilance, n'empêche pas le risque terroriste. Bien sûr. Et je crois que c'est un ancien Premier ministre qui fut ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, qui le rappelait. Donc je crois que de ce point de vue-là, on peut créer toutes les limaces et toutes les protections possibles. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera une porte dérobée pour pouvoir commettre des attentats. Par contre, ce qui est important, c'est la mobilisation non seulement européenne, non seulement des services de renseignement, mais la coopération entre les services judiciaires et policiers, qui jusqu'à présent, au début des années 2000, était très balbutiante. Le mandat d'arrêt européen, il faut attendre, si je ne m'abuse, 2004 pour qu'il se mette en place. Le parquet européen 2011, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il y a eu une évolution aussi liée aux exigences de la société pour que les services de renseignement et les services de police et les services judiciaires se coordonnent mieux au niveau national. Et une fois que cette coordination est au niveau national, il faut aussi effectivement l'avoir au niveau européen. Et puis je rajoute qu'il faut aussi l'avoir au niveau international. Car une bonne partie de ceux qui commettent des attentats, 2004, 2005, 2010, puis 2013 et encore récemment, vous le rappeliez, une vingtaine d'attentats durant l'année dernière, des tentatives d'attentats ou des attentats menés, avec des phases qui sont liées aussi à la politique extérieure d'un certain nombre de pays qui sont visés. Avec des financements qui peuvent venir, effectivement... C'est la raison pour laquelle il y a eu une vigilance assez tardive, me semble-t-il, sur l'approche globale. Et c'est un petit peu ce que l'on pourrait... Qu'est-ce que vous appelez l'approche globale? C'est-à-dire qu'on lutte contre les groupes armés terroristes, en luttant contre les financements en amont, en luttant contre l'interaction entre la grande criminalité, je prends l'exemple du Sahel, et les organisations purement terroristes, et que la simple réponse cinétique, elle est importante, mais elle ne suffit pas à lutter contre le terrorisme. On peut faire du contre-terrorisme militairement, mais lutter contre le terrorisme nécessite une approche plus holistique. D'ailleurs, les Marocains l'ont parfaitement compris. En 2015, ils ont créé une sorte de FBI, un bureau central d'information judiciaire, où, comme son nom l'indique, on lutte en amont contre le financement des organisations terroristes, on lutte contre l'utilisation des moyens cybernétiques, le djihadisme numérique, et évidemment, on arrête ceux qui pourraient passer ou qui sont passés à l'acte. Je vous donne la parole tout de suite, Émilie, mais petite question, Didier Loras. Ça veut dire quoi? Vous parliez des services qui en France, qui communiquaient pas forcément entre eux. Quand vous dites attention, on n'a pas assez d'approche globale, c'est aussi de ça dont on parle, c'est-à-dire que les services qui vont essayer de traquer le financement vont pas suffisamment communiquer avec la DGSE qui elle-même va pas. Enfin, on en est moins là, mais ça a existé ou ça existe encore? On en est beaucoup moins là, c'est une certitude, mais c'est surtout que aujourd'hui, la menace terroriste, il y a des commanditaires qui sont soit dans les centrales d'Al-Qaïda ou d'État islamique, soit au sein des filiales de ces deux groupes à l'étranger. Après, il y a des sortes d'intermédiaires qui peuvent être basés absolument n'importe où et qui font le lien entre ces centrales et les cellules dormantes qui peuvent être dans les territoires d'action. Il y a les cellules, il y a toute la menace endogène. Donc, les militants qui sont surveillés, certains qui étaient en Syrie, qui sont revenus, qui ont fait de la prison, qui sont sortis, etc. Le tout qui aujourd'hui essentiellement travaillent via les réseaux sociaux. Donc, il faut absolument que ce que fait la police sur des gens qu'elle surveille dans un territoire, dans une banlieue ou dans une ville bourgeoise de province, et la DGSE qui voit passer des messages en Syrie, en Afghanistan ou ailleurs, il faut absolument que ces infos soient recoupées, que les liens soient... En fait, il y a une espèce de travail de fourmi extrêmement complexe pour aller suivre tous ces messages, essayer de voir qui sont derrière les pseudos, c'est vraiment un travail extrêmement complexe et à l'évidence, si les gens ne se parlent pas, il y a plus de trous dans la raquette, donc on rate des choses. Justement, moi je me posais la question si l'avènement de l'intelligence artificielle peut aider. Alors j'ai bien compris qu'il y avait des choses qu'on ne se disait pas autres qu'en bilatéral, mais est-ce qu'il y a quand même des informations, des bases de données, des choses qu'on peut surveiller? Vous parlez du financement, c'est des choses qu'on peut tracer, les réseaux sociaux.
est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir Émilie, les grands esprits se rencontrent, j'ai noté données IA sur cette feuille. Je veux bien vous entendre là-dessus. Oui, bien sûr. Là, l'Union européenne a justement, j'ai envie de dire que les dernières grandes mesures en matière de lutte contre le terrorisme, c'est les mesures numériques, puisqu'on a le règlement, ce qui est intéressant, parce que le règlement par rapport à la directive est vraiment une mesure qui s'impose directement dans les États. On a le règlement sur la lutte contre les contenus à caractère terroriste, avec l'obligation pour les plateformes de supprimer, de bloquer tout de suite, en plus, dans tous les États européens. On a quand même depuis longtemps la mutualisation des fichiers, parce qu'il ne faut pas oublier que notamment au nom de la lutte contre l'immigration irrégulière, vous avez déjà tous les fichiers auxquels peuvent accéder pratiquement toutes les polices, que ce soit le système d'information Schengen, que ce soit évidemment Eurodac avec la prise d'empreinte des demandeurs d'asile. Vous avez maintenant l'ETIAS quand vous demandez un visa, etc. Donc c'est déjà d'énormes banques de données. Moi je pense, et je veux juste pour répondre à ce que vous disiez, quand en 2015 il y a eu ce qui vient de nous être dit, c'est-à-dire il y aurait finalement une faille dans, on va dire, le dialogue, Europol a décidé de faire une cellule. On rappelle ce qu'est Europol. Europol, c'est en fait une agence de coopération entre les différentes polices pour la grande criminalité, le terrorisme. Et donc, quand en 2015, ils se sont dit, tiens, il y a eu quelque chose où on ne s'est pas parlé, il y a eu la création à l'intérieur d'Europol en 2016 de ce qu'ils ont appelé une cellule contre-terrorisme, avec l'idée qu'il y aurait une espèce de plateforme où les policiers pourraient, s'agissant du terrorisme et pas simplement de la grande criminalité, avoir des informations plus fluides. Voilà, donc l'Europe prend tout de suite des règlements et des directives qui vont avec. J'entends effectivement, on peut avoir tous les systèmes, le risque existe, mais chaque attentat permet aussi de progresser et de s'améliorer. Vous parliez du Digital Service Act, en fait, qui a été donc voté au niveau européen. Je vous propose d'entendre Thierry Breton, le commissaire européen pour le marché intérieur. Alors c'était avant le vote, il sort d'une rencontre avec Elon Musk, le patron de ce qui s'appelait encore Twitter à l'époque, et il annonce que le DSA, le Digital Service Act, va être voté au mois d'août, 2 mois plus tard. On écoute. Le Digital Services Act sera applicable le 25 août et nous l'appliquerons immédiatement. Les discours de haine, la protection de nos enfants, les actes de terrorisme et bien d'autres choses que nous voyons sur les réseaux ne seront plus possibles. Alors Emmanuel Dupuis, est-ce que ça change vraiment la donne, ce DSA? C'est un marqueur, c'est un élément important, mais ce n'est pas un élément qui est conclusif, dans le sens où il faut encore davantage mutualiser. Et alors après, il y a une vraie question qu'on n'a pas posée, c'est la nature même de la manière dont les services de renseignement dans chaque État fonctionnent. Nous sommes un État centralisé, avec une coordination qui désormais est une coordination verticale, de plus en plus verticale, un coordinateur pour le renseignement, un coordinateur pour la lutte antiterroriste à l'Élysée. Mais en Allemagne, c'est pas tout à fait le cas. Oui, parce qu'il y a une organisation avec des Länder. L'attentat contre le marché de Noël en décembre 2016 a montré les failles où les Länder elles-mêmes avaient chacune leur agence, chacune leur manière de assumer le risque, et surtout ne communiquaient pas aux Länder voisins. C'est comme si l'Aquitaine ne communiquait pas avec Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ou Paris et Versailles. Je caricature, mais bon, on est à peu près dans cette logique-là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un vrai travail à faire d'harmonisation par rapport à la manière dont la fluidité de l'information est diffusée dans les pays européens. Et parce qu'on n'a pas vraiment répondu, je ne sais pas si vous avez la réponse, Didier Loras, mais sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter. C'est-à-dire qu'on parle d'une telle masse de données, et plus ça va, plus elle grandit, cette masse de données. D'ailleurs, c'est ce qui nourrit les nouvelles formules d'intelligence artificielle. À quel point ça peut être un outil pour les polices, les services de renseignement, et puis est-ce qu'elles y sont déjà? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas qu'ils y soient déjà. Je pense que c'est un peu compliqué de répondre à la question parce que, par définition, on n'est que sur de la matière extrêmement sensible et sur de la matière, encore une fois, de services de police, de services de renseignement. Donc on va pas mettre ça dans des grandes machines. On peut pas totalement la déléguer à des machines. Qui fait tourner comme ça. Il y a des problèmes de pseudo. Alors, est-ce qu'on va se servir de la reconnaissance faciale?
je pense qu'il semble évident que dans les 20 années qui vont venir, l'intelligence artificielle va être utilisée. Mais c'est toujours pareil, elle va être utilisée dans les deux sens. Bah oui, donc ça va changer le paysage. C'est aussi un outil d'arnaque qui est déjà utilisé et qui peut l'être par des terroristes. Vous vouliez prendre la parole? C'est un peu tôt pour compléter ce qu'a dit Didier. Oui. L'affaire Snowden nous montre qu'à un moment ou à un autre, la massification des données bute, ou en tout cas trouve sa limite dans la manière dont un individu a, pour le coup, non pas l'information d'une seule agence de renseignement ou une seule agence fédérale, mais 17 agences fédérales qui coordonnent après le 11 septembre. Donc il y a aussi le risque qu'il puisse y avoir la fuite massive de données qui, évidemment, ne répond pas tout à fait à la nécessité de trouver une agence, un système infaillible. Aucun système n'est infaillible. Et si on prend le système des écoutes... alors, on pourrait imaginer des robots qui soient très intelligents pour tilter sur des mots. Mais ça existe. Oui, mais les phrases de code. La capacité à tilter sur des mots-clés. Vous imaginez bien que les terroristes disent pas, alors t'apporteras les bouteilles de gaz à tel endroit. Bien sûr. Et la mèche, c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr. Donc là-dessus, les services sont déjà dans ce questionnement-là. Ils ont des capacités pour aller chercher de l'info qui est énorme, mais il faut quand même, derrière, encore mettre des gens devant des... J'entends bien, de l'humain. Pour travailler, de l'humain. Oui, et je dirais même, pour compléter, que c'est plus la question de l'enquête, du travail des enquêteurs, de la formation des enquêteurs qui est en jeu, en fait, dans ces domaines-là, beaucoup plus que l'outil. L'outil, on peut le performer, il existe, etc. Mais en réalité, on le voit, par exemple, quand on a eu ce débat sur la police judiciaire et les moyens de la police judiciaire, ce qu'ils disent, c'est qu'en réalité, l'enquête de terrain, la formation des acteurs, vous évoquiez le fait que finalement, ils n'arrivent pas à se parler, ça vient d'une formation, d'une culture commune. C'est pas les robots qui vont permettre qu'on se parle entre nous. En revanche, la culture commune de se dire on a un objectif commun et on n'est pas en concurrence entre services et on se parle et on fait en sorte en fait et que quelquefois on peut lâcher l'enquête parce qu'elle démarre mieux ailleurs et que du coup on va travailler. Il y a une des directives qui prévoit ça sur l'enquête pénale. Si en fait au niveau des États il y a un État qui est déjà plus avancé, les autres doivent collaborer pour que cette enquête n'ait lieu qu'avec plusieurs acteurs dans le même sens. C'est ça qui fait en fait l'efficacité, plus que les outils en réalité. Alors on a commencé par, on va dire, balayer un peu l'histoire pour bien comprendre où on en est de la coopération européenne en matière de lutte antiterroriste, et on en vient à la question centrale du débat, l'état de la menace actuelle terroriste en Europe. Et je propose à Tam Tranui de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. On va rebonsoir Tam. On va regarder ensemble peut-être les pays où il y a eu le plus d'attaques récentes. Et on va prendre des données qui sont fournies par Europol, l'agence dont on a déjà parlé à plusieurs reprises et qui analyse les tendances en matière de criminalité dans l'Union européenne. Dans son rapport de 2023, elle a analysé les chiffres de 2022. Selon elle, la menace terroriste, elle est restée sérieuse. En 2022, au total, 28 attaques ont été perpétrées, manquées ou déjouées dans l'Union européenne. On va regarder sur une carte les pays qui ont été les plus concernés. Voilà la carte et on voit que l'Italie a supporté 12 attaques sur les 28. On voit que la France a suivi avec 6 attaques et également on voit la Grèce qui a subi 4 attaques. On va également s'intéresser au nombre d'arrestations qui ont été liées au terrorisme sur l'année 2022. Et là on voit bien que la France arrive bonne première avec 109 arrestations. Puis on voit également l'Allemagne, 75 arrestations. Enfin, sur la troisième marche, l'Espagne, 48 arrestations, suivies de près par l'Italie et ses 45 arrestations. La plupart de ces arrestations ont eu lieu à la suite d'enquêtes menées sur le terrorisme djihadiste. Oui, parce qu'au-delà des chiffres, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Terrorisme djihadiste à l'origine de nombreuses arrestations, mais relativement peu d'attaques à déplorer. Oui, on va observer le contraste entre les chiffres et la classification par type de terrorisme. On observe bien sûr le djihadisme qu'il y a eu 6 attaques seulement et 266 arrestations. On observe pour le reste de la classification sur le terrorisme de droite, et je prends là la terminologie d'Europol, terrorisme et extrémisme de droite, on observe qu'il y a eu 4 attaques pour 45 arrestations. Ensuite, le terrorisme de
gauche et anarchistes, eh bien, là, on observe une équivalence entre le nombre d'attaques, le nombre d'arrestations, 18 attaques pour 19 arrestations. Enfin, le terrorisme ethno-nationaliste et séparatiste, on observe qu'il y a eu 0 attaque en 2022. Point commun entre tous ces types de terrorisme, ce dont vous avez parlé aussi, la place d'Internet, les réseaux sociaux, les forums ou même les plateformes de jeux vidéo qui sont des vecteurs de propagande fondamentaux. Donc là, je le rappelle, ce sont les données de 2022, cette menace a-t-elle évolué depuis? Oui, et on observe que c'est notamment lié au contexte international. C'est l'une des conclusions d'un rapport qui a été rendu au mois de mars par le Conseil national de sécurité espagnol. Ce rapport estime que la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza pose, je cite le rapport, un risque réel et direct d'augmentation de la menace terroriste islamiste. Et il identifie aussi la guerre en Ukraine, qui est un autre catalyseur potentiel de terrorisme pour 2 raisons principales. L'augmentation de la circulation en Europe des armes et des explosifs et la participation à la guerre de combattants volontaires d'autres nationalités. Le rapport met enfin en garde contre le danger réel que représente la Russie à l'égard de la sécurité européenne et cite notamment l'assassinat d'un déserteur russe dont le corps criblé de balles a été retrouvé à Alicante au mois de février. Merci beaucoup. Tam, Didier Laura, je me tourne vers vous. Alors, j'aime pas beaucoup jouer avec les peurs. Il y en a d'autres qui le font beaucoup plus souvent, beaucoup mieux que moi. Mais il y a l'Euro de foot en Allemagne, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. C'est forcément un risque accru. Enfin, c'est une lapalissade de dire ça, mais il faut le dire. C'est forcément une opportunité pour les groupes qui ont envie d'agir, puisque un attentat... permettez-moi d'être un peu cynique, mais juste parce que c'est comme ça que les groupes travaillent. Un attentat n'est réussi que si on parle de lui, et qu'évidemment, un attentat qui tue 15 personnes dans la banlieue de Mogadiscio, personne ne va en parler. Un attentat qui fait 15 morts à Paris à 2 jours de la cérémonie d'ouverture, ça fusille les Jeux. Donc ça, c'est pour l'opportunité. Après, au-delà des chiffres, et pour sortir un tout petit peu de l'UE, parce qu'on est quand même juste à côté, l'État islamique, enfin la filiale a priori, la filiale afghane de l'État islamique a quand même fait un attentat dans la banlieue de Moscou qui a fait 130 morts il y a quelques semaines. Ils ont prouvé leur capacité de nouveau à organiser ce qu'on appelle des menaces projetées, donc à faire venir des groupes de l'extérieur, à préparer ça pendant des mois, etc. En termes de contexte international, il y a aussi le départ des Américains d'Afghanistan. Al-Qaïda qui est en train de recréer des camps d'entraînement. Enfin, il y a tout ce contexte-là, et je voudrais en rajouter un autre, là aussi pour élargir un tout petit peu au-delà de l'Union européenne, parce que c'est très important. La guerre en Ukraine, et encore plus le 7 octobre, mais même la guerre en Ukraine, ont tellement tendu les rapports entre les puissances que l'espèce d'union sacrée entre puissances pour lutter contre le terrorisme, il est mort. Il y a moins de partage d'informations. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne fais que poser la question, je pense qu'elle n'est pas claire, est-ce qu'aujourd'hui, si Vladimir Poutine, enfin si les forces russes, le GRU, le FSB, prennent conscience d'un projet d'attentat en Europe de l'Ouest, est-ce qu'ils préviennent les Français, les Allemands, les Espagnols ? La question, me semble-t-il, est posée. Est-ce qu'il y a la même coopération qu'il y a 5 ans sur le plan international? Je suis sûr que non. Emmanuel Dupuis, peut-être une question, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'état de la menace, État islamique, Al-Qaïda. Alors, juste pour bien comprendre, il n'y a pas une seule base arrière, c'est ça aujourd'hui. C'est plutôt disséminé dans plein de régions. Il y a un enquistement dans plusieurs. Ça y est, une logique de métastase qu'on peut trouver un petit peu partout, là où l'État est défaillant, là où il n'y a tout simplement plus d'État, où il y a eu un terreau favorable, une guerre civile, ou l'affaiblissement de l'État. C'est le cas en Syrie, en Irak à partir de 2013-2014, c'est le cas aujourd'hui au Soudan, c'est le cas au Sahel, c'est le cas en Afghanistan depuis la chute de Kaboul en août 2021, c'est le cas aussi de plus en plus dans le Caucase du Nord comme Caucase du Sud, on y reviendra sans doute, mais là où Didier dit quelque chose de très important, il y a quand même, jusqu'à présent, une sorte de gentleman agreement entre espions et entre agents du renseignement, qui est ce qu'il appelle l'obligation d'informer. Et je crois que Sébastien Lecornu, quand il prend au téléphone Sergueï Shoïgu,
à l'époque son interlocuteur en lui disant voilà l'état de la menace. Donc ministre de la Défense russe, encore à l'époque. Il y a quelques mois après l'attentat de Moscou, en lui disant on a la certitude que d'autres cellules, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de Tchétchénie, je rappelle, les 2 décapitations de 2 professeurs perpétrées par des franco-tchétchènes ou des ressortissants tchétchènes, les Russes ne le croient pas ou font mine de mettre ça de côté. L'information avait été donnée à la Russie quelques jours auparavant d'une tentative d'attentat contre une synagogue à Moscou. Les Russes ne l'ont pas prise en compte. Donc ce que dit Didier est très important, c'est que les Russes, sans doute, ne nous donneront plus ce type d'informations concernant le ressortissant, le califat ou la tentative de réinstallation d'un califat au Caucase du Nord, au Daghestan par exemple, ou en Ingouchie, est évidemment quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Oui, je me projette sur, on y est, sur les Jeux Olympiques et toujours ce débat, Laurence Roch, sur un événement comme les Jeux, ça peut être l'Euro, ça oblige les États à restreindre nos libertés pour mieux nous protéger. Ça, c'est un débat essentiel, mais qui est jamais vraiment tranché, d'une certaine façon. Mais là, dans l'état de droit, et puisque là, c'est l'avocate qui parle, par définition, c'est justement trouver cet équilibre entre la sécurité et les libertés. Et, la question s'est posée sur puisqu'on écoute les téléphones, sur la surveillance faciale, etc. La Cour de justice, d'ailleurs, là-dessus, j'y reviens, donne une définition assez claire quand même, par exemple, sur le fichier, sur les fameuses informations sur les passagers. La Cour de justice a rendu un arrêt en 2022 en disant attention, on peut, les États peuvent récupérer toutes ces données puisque désormais les compagnies aériennes doivent donner toutes ces données qui sont extrêmement sensibles puisque c'est pas simplement la date, le lieu de naissance, c'est ce que vous prenez comme repas, où vous avez voyagé, etc. Sous réserve que ce soit strictement pour lutter contre une menace réelle, immédiate et actuelle. Et donc, la vraie question, et au JO, on a cette loi avec, vous savez, maintenant, cette reconnaissance faciale, etc. La vraie question, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans un équilibre entre la sécurité qui est absolument nécessaire et le fait de ne pas dévoyer pour empêcher une liberté de circulation et viser des populations qui n'ont rien à voir avec les terroristes. Et on voit ça aussi dans les lois qu'on a empilées en France, où on a pu les utiliser. On se souvient de la loi de 2017 sur la possibilité d'interdire de venir en manifestation ou d'être assigné à résidence des personnes dont on a vu ensuite devant les juridictions qu'il n'y avait absolument aucun lien avec une activité terroriste. Donc ça, c'est un vrai enjeu de l'état de droit. Émilie, on va, puisqu'on est à quelques jours maintenant de ce scrutin européen, et si on organise tous ces débats, c'est aussi pour vous éclairer sur votre vote le 9 juin. Je le rappelle, on a fait des débats thématiques sur l'immigration, les énergies renouvelables, la transparence, l'élargissement de l'Europe. J'en oublie plein, parce qu'on a décidé de parler beaucoup de ces élections européennes. Et donc, vous avez décidé, vous, d'aller regarder, c'est très bien, dans les programmes des principales listes en matière de lutte contre le terrorisme. Oui, j'ai inspecté les programmes et ce qu'on peut retenir, c'est des propositions dans ce domaine qui nourrissent finalement le positionnement central de chaque parti. Alors, je m'explique. On va commencer par le Rassemblement national, par exemple. Pour eux, c'est un moyen supplémentaire de, forcément, critiquer l'Europe, même s'ils ne veulent plus en sortir. Et c'est l'idée aussi de valoriser cette Europe des nations qu'ils défendent, ce parti. Une Europe qui, en premier lieu, c'est vraiment leur priorité numéro 1, protège grâce au retour des frontières. Donc on y est, puisque évidemment à l'extrême droite, l'idée c'est que les terroristes viennent des pays tiers, alors ce qui peut être le cas, mais ce qui est aussi discutable, puisque par exemple si on cite une étude qu'avait fait, une analyse qu'avait fait Le Monde en 2017, elle montrait que la majorité des auteurs d'attentats en France depuis 2012 étaient français et nés en France. Mais peu importe, pour le Rassemblement national, il propose lui une double frontière, une première frontière européenne pour refouler les bateaux de migrants et renvoyer les personnes dans leur pays de départ par l'agence Frontex. Et une seconde frontière française, cette fois-ci, pour limiter la libre circulation, donc l'espace Schengen, aux seuls ressortissants européen. Alors, Jordan Bardella, il a quand même eu du mal à expliquer cette double frontière. On l'a vu en grande difficulté face à Gabriel Attal dans leur débat. Mais c'est aussi une idée que défendent les Républicains et évidemment Reconquête, qui en rajoute même une autre. Donc, on voit que l'idée, c'est vraiment de protéger contre la menace extérieure. Évidemment, d'autres partis voient les choses bien différemment. Oui, alors, si on est du côté des pro-européens, forcément, ils considèrent qu'au contraire, il faut augmenter la coopération entre pays membres en matière de lutte contre
contre le terrorisme. Du côté présidentiel, évidemment, on est plutôt sur l'idée de défendre cette lutte commune de terrorisme, contre le terrorisme. On défend notamment l'idée d'une structure politique pour prendre des décisions communes sur ce sujet-là, d'autres aussi, immigration, mais particulièrement, et dans son discours de la Sorbonne 2, Emmanuel Macron avait aussi fait tout le bilan de ce qu'il y avait de positif de la lutte européenne contre le terrorisme. Vous en avez parlé tout à l'heure. La nouvelle législation européenne qui oblige donc au retrait ou au blocage d'accès de tout contenu à caractère terroriste dans l'heure qui suit le signalement, ou encore la création du Collège du renseignement en Europe qui réunit 66 services issus de 30 pays européens. Donc on augmente la coopération. Oui. Chez Raphaël Glucksmann, Place publique pour le Parti socialiste, c'est aussi un parti pro-européen et il considère que l'Europe représente une chance d'améliorer le partage des renseignements en matière de terrorisme. Il veut, quant à lui, créer un protocole européen qui permet de mieux partager justement ces renseignements dans le cadre de l'Agence européenne du renseignement. Comment réagissent ? Est-ce que ça intéresse les Français ? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, et d'ailleurs on en a un peu parlé, c'est que depuis le 7 octobre et l'attaque d'Israël par le Hamas, l'inquiétude est grande. Elle a grandi et les sondages montrent qu'une grande majorité de Français ont l'impression que la menace terroriste, elle est de plus en plus élevée. En revanche, alors ça c'est intéressant à noter, ils font plus confiance aux institutions, on en a beaucoup parlé, police, armée, services de renseignement pour ces questions-là, plutôt qu'aux responsables politiques. Autre information, ils sont très intéressés par des mesures beaucoup plus fermes par rapport à la menace terroriste. Et on peut se dire que c'est peut-être aussi ce qui explique cette montée, en tout cas dans les sondages de l'extrême droite, dans ces élections européennes, même si les solutions qui sont considérées comme plus fermes sont peu réalistes, ce qu'on a vu dans le débat, peu applicables, voire même peu efficace par rapport au terrorisme. Merci beaucoup, Émilie. Didier Loras, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais on peut imaginer toutes les réformes, toutes les lois votées au niveau européen. De toute façon, pour que ça marche, il faut que les policiers ou les services de renseignement acceptent de collaborer entre eux. Très bien. Est-ce qu'il y a... Comment je peux vous poser la question ? L'état de la confiance, vous voyez ce que je veux dire ? Elle doit être à géométrie variable quand même. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à tous les services de tous les pays européens de la même façon. Non, alors vous parliez là du Collège européen du renseignement, je pense que c'est important de le dire, ça a 3 ou 4 ans, c'est extrêmement embryonnaire, je pense que c'est important que ça existe, mais là, ils en sont à essayer juste de se rencontrer, d'échanger des bonnes pratiques et d'échanger du vocabulaire pour voir comment ils travaillent ensemble. Puisque, évidemment, chacun a sa culture. Quand on est un service de renseignement qui est une réforme d'un service de renseignement de la période soviétique, on ne travaille pas de la même manière que la France ou les Allemands ou les Britanniques. Alors, même si les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, là, pour le coup, je pense que la coopération entre services... Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée, c'est nickel. Enfin, ça n'a pas bougé. De ce point de vue, il n'y a pas de difficulté. Mais il y a comment dire, quand on échange de la matière, quand on échange de la matière extrêmement sensible, plus de 2 personnes, c'est une foule. C'est du 2 à 2. C'est pour ça, c'est ce que j'allais vous demander, c'est contre nature. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut plus de coopération entre les services, sauf que quand on détient un renseignement, on a peut-être, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais peur de le partager avec trop de monde parce qu'il va fuiter et donc être moins efficace pour lutter contre la menace. On peut le partager entre services dont on connaît l'efficacité. Et on le partage moins avec des services dont on doute de l'efficacité. Donc ça repose la question de la confiance. Parfois, sont des services dans lesquels il y a une forme d'idéologisation, une forme de politisation plus forte. Je ne prendrai pas d'exemple. Vous ne citerez pas de pays. Un certain nombre. Mais vous verrez ceux auxquels je fais référence. Par exemple, celui qui, par exemple, va prendre la présidence semestrielle de l'Union européenne au 2e semestre 2024 peut être considéré comme étant très focalisé sur des rapports de puissance liés au leadership ou à la gouvernance qu'il incarne. Aux États-Unis, de la même manière, le président Trump, on peut en parler puisque c'était la précédente mandature, avait fait une purge au service de renseignement en politisant toutes les fonctions, ce qui avait totalement désorganisé les services, où l'expertise était mineure par rapport à la fidélité au président de la République et à l'idéologie. Puis il y a un autre élément par rapport à votre question. On parle beaucoup de coopération vertueuse entre pays européens, mais il se trouve que certains pays européens collaborent davantage avec des pays extra-européens
qui ne collaborent avec leurs voisins. Un certain nombre de pays ont des traditions. La Grande-Bretagne est certes tout à fait collaborative en matière de services de renseignement, mais elle a une tradition de collaborer, ça s'appelle le Five Eyes, les 5 yeux, avec des pays anglo-saxons, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et on dit bientôt les pays qui sont de plus en plus enclins à coopérer avec les États-Unis, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc vous voyez, à un moment ou à un autre, il faut qu'on ait une coordination européenne, il faut que les services se fassent confiance en européens, au-delà de l'embryonnaire, mais parfois, on collabore peut-être davantage avec des pays extra-européens qui sont parfois la source du problème qu'avec ceux qui sont nos partenaires. Ouais, vous parliez du discours de la Sorbonne numéro 2, 25 avril. On va écouter un extrait, un Emmanuel Macron qui veut aller encore plus loin dans la coopération. Écoutons. Nous devons bâtir une structure politique qui permet de décider entre tous les pays qui la partagent et de prendre sur les sujets d'immigration, de lutte contre la criminalité organisée, de terrorisme, de lutte contre le trafic de drogue ou la cybercriminalité, des décisions ensemble. Changeons la gouvernance pour la rendre beaucoup plus efficace. Nous devons aussi, dans le cadre du système d'information Schengen, aller beaucoup plus loin dans le partage d'informations. Pour prévenir le départ des combattants terroristes, les retours des zones de conflit, prévenir la radicalisation, avoir aussi une vraie politique de retrait des contenus terroristes, mais surtout de retrait des contenus haineux, racistes et antisémites. Et c'est en européen que nous pourrons l'obtenir des plateformes qui, aujourd'hui, ne tiennent pas leurs engagements sur ce sujet, ni en termes de modération, ni en termes de retenue. Alors les plateformes, on en a déjà parlé. Laurence Roch, juste pour bien comprendre, est-ce qu'il y a un parquet antiterroriste européen? Non. Est-ce qu'il est dans les tuyaux? Il est dans les tuyaux depuis 2018. Un parquet européen, il existe. Ouais. Maintenant, l'étendre à l'activité et à la lutte contre le terrorisme, ça faisait partie justement des discussions qui, à ce jour, n'ont toujours pas abouti. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint la question de la gouvernance. C'est-à-dire que quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron, il prend en fait tous les piliers sur lesquels il n'y a pas, en fait, de la part des États, une volonté, en réalité, de vraiment lâcher prise pour avoir une gouvernance commune. L'immigration, par exemple, on l'a vu tout de suite, le pacte asile-migration vient d'être adopté. Ouais. On le sait, un certain nombre d'États disent qu'ils ne joueront pas le jeu de ce pacte asile-immigration, c'est-à-dire de se partager, en fait, la charge de l'immigration. Donc on le voit tout de suite. Et évidemment, sur le parquet européen, parce que c'était extrêmement intéressant, le parquet européen, et aujourd'hui, il a déjà démontré ses preuves sur tout ce qui est évidemment, et notamment je pense en Italie, il démontre énormément ses preuves sur la lutte contre la mafia, qui détourne un certain nombre d'aides. On pourrait dupliquer ça pour la lutte contre le terrorisme. Mais la question est de lâcher une forme, en fait, on va dire, de nationalisme et même... Ou de souveraineté. De souveraineté, complètement, vis-à-vis de ces, on va dire, fonctions régaliennes. Et là, j'ai envie de dire que le parquet national antiterroriste n'a pas forcément envie, alors même qu'il peut avoir des collègues qui sont parquets européens, lâcher, en fait, on va dire, leurs prérogatives. Et c'est là où, en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur la limite de cette lutte. C'est qu'à un moment, est-ce que, au-delà des législations, on passe aux actes et vraiment, on décide de mutualiser les compétences? Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Merci aussi à Émilie, évidemment. Et notez que demain, l'invité Doriane Mancini dans la matinale de Public Sénat, ce sera l'historien Jean-François Colosimo. Belle soirée à toutes et à tous.